Allez, dépêche-toi, on va encore être en retard pour notre prochain cours. La dernière fois déjà, on s'était fait engueuler. Oh, ça va, relax, c'est pas ce cours qui va être décisif pour notre avenir. Fais ce que tu veux, moi j'y vais. Non, mais attends, en plus, c'est l'heure de l'émission sur sa antenne des dealers de sciences sur les ondes 88.1 de Radio Campus Bordeaux. Je peux pas louper ça. Mais t'es au courant que les émissions sont filmées et diffusées sur YouTube après? Tu auras tout le temps de les regarder plus tard. Allez, dépêche. Oh, bon, ok, c'est bien parce que c'est toi. Par contre, suis-moi, je connais un chemin plus court pour rejoindre la salle. T'es sûr qu'on est dans le bon couloir? Je suis jamais venu par là. Mais si, fais-moi confiance pour une fois. Ça fait quand même longtemps qu'on marche là. Ouais, bon, ok, là, je crois qu'on est perdu. T'abuses, voilà, je t'avais dit. Il est 10 fois trop grand aussi ce campus. Non, mais ça va, panique pas, on n'est pas perdu au milieu de la forêt amazonienne non plus. Ce qu'on va faire, c'est rentrer dans ce bâtiment pour demander notre chemin. Non, 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 non. Mais ils vont nous prendre pour des débiles. Oh, vas-y, tais-toi et laisse-moi parler. Bonjour. Bonjour et bienvenue au labo de neurosciences. Vous cherchez quelque chose? Ah non, je suis bête. Vous êtes les étudiants pour la visite du labo? Allez, suivez-moi. Vous n'êtes pas en avance, hein. Heureusement, j'étais en train de lire l'actualité en vous attendant. C'était fort intéressant. Psst, on n'est pas là pour ça, dis-lui. Mais non, vas-y, ça va être drôle. Vous savez pas ce que j'ai lu? Non, mais j'imagine que vous allez nous le dire. Eh bien, le 3 mars dernier, une équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur a présenté une sorte de vaccin anti-allergie sous forme de spray nasal. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il repose sur l'utilisation de fragments de microbes atténués qui ne peuvent pas infecter l'organisme et qui sont envoyés directement dans le poumon. Et c'est là que le processus devient remarquable. Les cellules immunitaires se mettent en action et bloquent l'action d'un gène dans les cellules pulmonaires, permettant à ces cellules d'acquérir la capacité de réagir face à un intrus, quel que soit l'allergène. Waouh, mais c'est fou. Et ça peut... Est-ce que ça peut vraiment soigner les allergies? Alors malheureusement, l'idée est seulement de calmer la réponse contre les allergènes, mais pas de guérir véritablement les allergies. Néanmoins, ça peut potentiellement créer une mémoire à très long terme, d'environ 3 mois au minimum selon Lucie Peduto, la chef de l'équipe responsable de cette innovation. Ceci est dû au fait que les cellules qui forment notre poumon restent toujours dans le poumon, alors que les cellules du système immunitaire sont recrutées dès qu'il y a un problème. C'est quand même vachement super pratique, hein. Et quand est-ce que ce sera disponible? Oula, les premiers tests vont seulement être menés sur l'homme, alors il faudra attendre encore plusieurs années avant de trouver ce spray nasal anti-allergie en pharmacie. C'est dommage, ça m'aurait bien aidé en ce moment parce que j'ai un peu le nez en vrac. Bon, il est temps de vous laisser aller à la rencontre des chercheurs de bureau en bureau où ils vont vous expliquer leurs recherches. Retrouvez-moi à la fin de votre visite. Allez, viens, on y va. Maintenant qu'on est là, on peut plus faire demi-tour. On n'était pas venu là pour ça. Je veux retourner en cours, moi. Mais de toute façon, tu sais pas où on est, donc t'as pas le choix de me suivre. Et puis, franchement, quitte à se faire engueuler, je préfère que ce soit des gens qui nous connaissent pas. Oh, vas-y, regarde, il y a des gens qui discutent là-bas. Viens voir. Alors, bonjour Timothée, déjà merci d'être venu en direct à notre émission sur les neurosciences pour nous parler de tes travaux. Maintenant, plutôt que je te présente, peut-être tu veux te présenter rapidement et présenter ton parcours? Ouais, bonjour, je suis Timothée Lafab, donc je suis étudiant en première année de thèse de neurosciences et je travaille au laboratoire Nutrineuro, donc un laboratoire qui est basé à Bordeaux et qui travaille notamment sur la relation entre la nutrition et le fonctionnement du cerveau, et dans mon équipe tout plus particulièrement sur un peu les troubles de l'humeur et la cognition. Donc avant de faire cette thèse, j'étais étudiant en master de neurosciences à Bordeaux également, donc avec le parcours NeuroBIM, c'est un parcours international. Et avant d'avoir fait ce master, j'ai fait une licence de biologie également à Bordeaux. Ok, bah super. Comme tu as pu le voir, notre émission donc, elle est sur le thème des neurosciences. Donc on en entend beaucoup parler, des neurosciences dans notre quotidien, que ce soit lors de discussions autour de la psychiatrie par exemple, ou encore pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Pour toi, à quoi correspondent les neurosciences? Globalement, dans neurosciences, il y a neuro, c'est un peu bête, mais c'est important parce que c'est l'étude du système nerveux. Donc je dis système nerveux et pas juste cerveau, parce que le système nerveux, c'est pas que le cerveau, il y a aussi le système nerveux périphérique notamment, et ça s'arrête pas juste au cerveau. Et ce qui est intéressant avec les neurosciences, c'est que ça va regarder à la fois l'infiniment petit, donc parfois au niveau cellulaire, voire moléculaire, et ça va aller de manière pluriscalaire jusqu'au modèle animal ou humain, donc vraiment sur le plan de l'organisme et comment il va évoluer dans son environnement. Donc on peut retrouver par exemple la neuropharmacologie, donc c'est une discipline qui s'intéresse aux mécanismes selon lesquels certains agents pharmacologiques vont influencer notre système nerveux, et aussi par exemple sur une échelle un peu plus haute, on a la neuroanatomie, donc là qui va s'intéresser aux différentes régions du système nerveux, et quand on va lier l'anatomie à la fonction, on parle de neuroanatomie fonctionnelle, parce que certaines régions sont impliquées dans certaines fonctions. Et aussi, comme je l'ai dit, les neurosciences c'est pluriscalaire, donc
plein d'échelles et généralement il y a des approches très intégratives où justement on va lier ce qui se passe au niveau moléculaire. Le but c'est pas juste de comprendre ce qui se passe dans une cellule comme ça de manière un petit peu random, hein, c'est vraiment de voir au niveau du comportement ce que ça va donner. Et les neurosciences, ça s'intègre aussi dans les dynamiques sociales. Donc, moi, c'est aussi mon domaine, donc la neuropsychologie, où on veut comprendre le fonctionnement psychologique en lien avec la physiologie du système nerveux, donc le fonctionnement du système nerveux. Et il y a aussi un terme, par exemple, qui est la neuroéconomie, où là, on va s'intéresser au processus de décision des agents économiques. Donc, voilà, à chaque fois qu'il y a neuro devant un terme, ça fait partie des neurosciences, c'est très large. Et moi, ce que je veux aussi, un point sur lequel je veux insister, c'est qu'il faut faire la distinction entre les neurosciences, je le dis parce qu'on me pose souvent la question, entre les neurosciences, donc ça c'est une discipline scientifique, et la neurologie. La neurologie, c'est une discipline médicale, donc elle s'intéresse évidemment au système nerveux, mais spécifiquement aux maladies et dans une approche médicale, donc de soins et de prise en charge. Et tu nous as parlé de neuroanatomie avec notre cerveau qui serait séparé un peu en plusieurs parties, ce qu'on entend souvent parler, plusieurs parties distinctes, avec chacune d'entre elles qui serait responsable de diverses fonctions dans notre organisme. On peut penser à la parole, à la mémoire, à d'autres fonctions. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur cette régionalisation du cerveau ? Ouais, alors là, tu poses une question sur laquelle les neuroscientifiques, ils sont même pas tous totalement d'accord. C'est un petit peu complexe. Mais effectivement, le cerveau, il y a plusieurs structures. Je suis à peu près sûr que vous avez tous et toutes entendu parler d'hippocampe, d'amygdale, de cortex. Et même, je pense que vous êtes familier avec le concept de lobe du cerveau. Donc, par exemple, frontal, lobe occipital, lobe temporal. Voilà. Et donc, ces différentes structures, elles vont être impliquées dans différents processus, effectivement. Mais c'est pas qui tout double. C'est pas une structure fait une fonction, parce qu'elles sont connectées entre elles, donc forcément, elles vont interagir. Et ce qui est historiquement intéressant, moi, je trouve, c'est qu'au début, on n'avait pas forcément les moyens de mettre un lien entre une région et une fonction. Donc les premières observations qui ont montré que certaines régions elles étaient impliquées dans certaines fonctions, c'était sur des patients qui étaient lésés. Donc il y a le cas du très célèbre Finis Gage, donc, qui a été impliqué dans un accident ferroviaire où il s'est retrouvé avec une barre en métal dans le crâne qui lui a détruit complètement le lobe frontal gauche. Et il a très bien récupéré sur le plan moteur, il a bien récupéré, il n'y avait pas trop de problèmes de mouvement. Sur le plan sensoriel, pareil. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait des altérations du comportement. Ils disaient, c'est plus vraiment le même, c'est plus vraiment la même personnalité. Et du coup, après, un peu plus tard, ils ont fait ce lien entre justement cette destruction du lobe frontal gauche et de la personnalité. Donc voilà. Et généralement, quand ils faisaient des études de lésions sur des patients, donc c'est pas des patients qu'on s'amuse à léser, hein, c'est des patients qui ont eu des lésions pour des diverses raisons, regarder un petit peu quelles fonctions étaient impactées. Et comme j'ai dit, vraiment, c'est pas une structure, une fonction. C'est un petit peu plus compliqué, elles sont interconnectées, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de tout ça. Et du coup, tu nous parlais de la lésion juste avant qui a du coup altéré sa personnalité. Est-ce que tu ferais un lien, par exemple, avec peut-être les troubles mentaux là-dessus, parce que peut-être ça peut déclencher des troubles ou pas forcément ? Quand je parle de lésions, certaines lésions, évidemment, ça peut engendrer certaines altérations. Après, parler de troubles mentaux, c'est un sujet qui est quand même très spécifique, là, qui va être un peu plus du domaine de la psychiatrie. Ok. Et tant qu'on est sur les troubles mentaux, on parle souvent aussi de traitement des troubles mentaux, qui est un sujet très ancré aussi dans nos dynamiques actuelles, et notamment dans les universités où le sujet de la santé mentale, notamment pour les étudiants, est de plus en plus important. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ce qui est, là tu m'as cité la neuropsychologie notamment, et sur la différence entre cette discipline-là, donc la neuropsychologie, et la psychiatrie du coup ? Ouais, donc neuropsychologie, comme j'ai dit, c'est tout bête, il y a neuro devant, donc système nerveux, et psychologie, donc étude des processus psychologiques. Et donc ça va être l'étude du fonctionnement psychologique en regard du fonctionnement du système nerveux. Et généralement, nous, on s'intéresse un petit peu plus au cerveau pour la neuropsychologie, c'est vrai. Et on ne va pas juste regarder les fonctions psychologiques, on va les étudier en regard du fonctionnement du cerveau, donc au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau des interactions entre les différents systèmes. Et on va faire un lien entre une réalité biologique, des processus physiologiques et des observations de ce qui se passe à l'échelle de l'individu et à l'échelle de comment il va interagir avec son environnement.
Donc, quand on étudie certaines fonctions en psychologie et en neuropsychologie, généralement, ce qu'on étudie, c'est les fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, c'est la mémoire, c'est l'attention, la capacité à maintenir son attention, la capacité à changer son attention sur des stimuli qui peuvent être un petit peu plus pertinents. Par exemple, si j'ouvre la porte, vous allez focus votre attention là-dessus, donc ça fait partie de ça. Il y a aussi les émotions qu'on regarde en neuropsychologie et le comportement. Donc, on ne va pas juste se demander comment cet individu il va se comporter. Dans ce contexte, on va dire, ok, comment cet individu se comporte en regard de ce qui se passe dans son système nerveux. Donc, comprendre la physiologie des émotions et comment elles naissent sur le plan biologique pour s'exprimer à l'échelle de l'individu, c'est de la neuropsychologie. Alors que la psychiatrie, comme j'ai dit tout à l'heure avec la neurologie, c'est une approche médicale, donc généralement plus des troubles mentaux. Et c'est dans une optique de soins. On essaye de regarder un petit peu s'il y a un trouble mental qui se manifeste et comment le prendre en charge et le soigner. Alors les deux, ils ne sont pas mutuellement exclusifs, évidemment. Quand on fait des études de neuropsychologie, on travaille avec des psychiatres. Et réciproquement, la psychiatrie elle va s'appuyer un petit peu sur des études de neurobiologie et de neuropsychologie pour un petit peu comprendre ce qui se passe et pour mieux prendre en charge le patient. Et ça peut mener aussi au développement de nouvelles molécules thérapeutiques. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un neuropsychologue, il va pouvoir proposer certaines batteries de tests dans des entretiens qu'on appelle des entretiens neuropsychologiques pour évaluer ces fonctions cognitives dont j'ai parlé. Mais il ne va jamais pouvoir faire un diagnostic. Il n'est pas médecin. Un neuropsychologue, il n'a pas le diplôme et il n'a pas l'habilité à prescrire et à diagnostiquer. Mais évidemment, via des questionnaires, il va pouvoir donner des indices de certaines fonctions cognitives. Ou, voilà. Si par exemple, il y a un psychiatre qui passe avant et qui dit telle personne a un trouble dépressif, le neuropsychologue va pouvoir lui administrer certains questionnaires pour évaluer l'intensité des symptômes et d'autres symptômes, mais il ne va pas pouvoir dire « toi, tu as une dépression ». Ce n'est pas son rôle. Après, il peut y avoir des suspicions, évidemment, parce qu'il travaille avec des patients, mais ce n'est pas ce qu'il peut faire. Et en France, parce qu'il faut savoir que le terme neuropsychologie, il va avoir une signification plus ou moins différente selon le pays, généralement, c'est des gens qui sont issus de la psychologie. Voilà. Et je viens de parler de patients avec des troubles mentaux. Comme je l'ai dit, c'est des endroits où ça se recoupe entre la psychiatrie et les neurosciences et la neuropsychologie. Et je parle de patients, mais la neuropsychologie, c'est aussi sur le modèle animal, parce qu'on travaille sur des modèles animaux. Ok, mais merci beaucoup déjà de nous avoir un peu éclairé sur le fonctionnement des neurosciences. Et maintenant qu'on a vu un peu les bases de ce que sont les neurosciences et qu'on a vu un peu ton parcours, peut-être tu pourrais nous détailler un peu ton travail de thèse et ce que tu souhaites mettre en avant via ton travail. Donc comme je l'ai dit, je suis en première année de thèse en neurosciences et plus précisément de psychoneuroimmunologie. Donc dans ce terme, vous avez une petite particule qui s'est rajoutée, c'est immuno. Donc immuno, ça vous fait penser à système immunitaire. Évidemment, c'est un domaine qui est très transdisciplinaire où on va intégrer des approches d'immunologie pour comprendre un petit peu les processus physiologiques qui vont mener à ces mécanismes et à ce qui va s'observer sur le plan neuropsychologique, si on peut dire. Et d'ailleurs, c'est un petit peu trompeur de dire juste psychoneuroimmunologie, parce que en fait, moi, ce que je fais, c'est de la psychoneuro-endocrino-immunologie. Donc, il y a endocrino dedans. Peut-être que ça vous rappelle un petit peu ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc, le système endocrine, c'est le système hormonal, parce que nous, on ne va pas s'intéresser qu'au système immunitaire, on s'intéresse aussi au métabolisme et on s'intéresse aussi au système hormonal. Donc je sais que c'est un petit peu indigeste, psychoneuro-endocrino-immunologie, mais voilà, c'est des aspects un petit peu spécifiques de certains domaines. Donc moi, dans le cadre de ma thèse, je vais m'intéresser sur le lien entre le métabolisme, le système nerveux et les fonctions cognitives que j'ai évoquées un peu plus haut chez les patients obèses. Alors pourquoi des patients obèses ? C'est parce qu'on sait que des individus en surpoids, et d'autant plus des individus obèses, vont avoir un déficit cognitif, une altération des fonctions cognitives par rapport à des normopondéraux. Plusieurs études ont mis en avant qu'il y avait une altération des capacités de planification, comme je l'ai dit, de pouvoir changer son attention de manière adaptée, de flexibilité cognitive, de mémoire spatiale aussi. Et il y a plusieurs explications. C'est pas toujours évident de mettre en lien tout ça parce qu'on parle de système immunitaire, on parle de cellules, on parle de comportement. Enfin,
c'est pas toujours évident vraiment d'avoir un point A, un point B et d'avoir une relation entre les deux, mais il y a plusieurs explications et l'une de ces explications, elle est liée au tissu adipeux en lui-même. Donc tissu adipeux, c'est le tissu qui stocke le gras. Et en fait, ce tissu, bon, je dis il stocke le gras, c'est un peu plus complexe que ça, justement. C'est pas juste je prends ton gras, je le sors, je fais juste du stockage. C'est bien plus important que ça, le tissu adipeux. C'est vraiment un organe endocrine, donc qui va produire des hormones, qui va être au centre du métabolisme, qui est en interaction avec d'autres endroits et qui est en interaction avec le cerveau. C'est vraiment pas juste tu as besoin d'énergie, vas-y, je te donne un petit peu de mon gras. C'est vraiment plus complexe. Et donc, chez les individus en surpoids, donc chez les obèses, par définition, c'est une accumulation de gras. Donc ce gras, il va être stocké dans ce qu'on appelle des adipocytes. Donc ce sont les cellules du tissu adipeux, donc tissu du gras. Et il va y avoir 2 mécanismes d'accumulation de ce gras. Donc vous avez de plus en plus de gras. Le gras, il ne va pas flotter dans votre organisme, il va être stocké dans les cellules. Bon, vous n'avez pas assez de cellules. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez 2 solutions. C'est soit vous produisez plus de cellules, c'est ce qu'on appelle de l'hyperplasie, soit on va avoir ce qu'on appelle l'hypertrophie, c'est-à-dire que le volume des cellules va augmenter. Donc elles vont stocker de plus en plus de gras et elles vont enfler si on veut. Et en fait, ce phénomène d'hypertrophie, il est un petit peu problématique parce que tout le réseau vasculaire autour, forcément, il ne va pas pouvoir s'adapter super rapidement et les cellules vont se retrouver en manque d'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Donc l'hypoxie, c'est pas super cool pour vos cellules. Quand on n'a plus d'oxygène, généralement, ce qu'on sait, c'est qu'on meurt. Bon, ça, c'est un peu moins direct que ça, mais comme elles sont en manque d'oxygène, elles vont relarguer des molécules de détresse. Et parfois elles vont mourir aussi malheureusement. Et tout ça, ça va causer un recrutement des cellules immunitaires. Donc c'est là où intervient le système immunitaire et le immuno dans le terme que j'ai utilisé plus tôt. Et ça va entraîner ce qu'on appelle une inflammation de bas bruit. Donc inflammation de bas bruit, pourquoi de bas bruit ? Parce que ce n'est pas une inflammation aussi importante que ce qu'on va pouvoir voir lors d'une infection. Elle est beaucoup moins importante, il y a beaucoup moins de production de molécules pro-inflammatoires, même s'il y a production de molécules pro-inflammatoires. Et cette inflammation de bas bruit, elle est chronique, donc elle est présente tout au long de l'état d'obésité du patient. Et donc en fait, cette inflammation, elle va avoir des effets délétères au niveau périphérique, donc là où elle se trouve, et elle va pouvoir, le terme est utilisé pour vous l'illustrer parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais elle va pouvoir s'infiltrer cette inflammation au niveau du cerveau et causer ce qu'on appelle de la neuroinflammation. Donc je ne vais pas détailler les mécanismes exacts de comment la neuroinflammation se produit, mais vous vous doutez bien que si je vous dis qu'au niveau périphérique, c'est pas fou d'avoir de l'inflammation chronique, au niveau du cerveau, c'est encore pire. D'une part, ça peut entraîner la production de molécules neurotoxiques, donc toxiques, neuro pour le cerveau, pour le système nerveux. Et en plus, cette neuroinflammation peut défavoriser la production de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est les molécules qui permettent la communication entre les neurones. Donc vous avez une mort des cellules du cerveau, les neurones ne peuvent plus trop communiquer entre eux, donc tout ça forcément ça peut avoir des effets et l'un des effets ça peut être l'altération des fonctions cognitives. Donc ça c'est un mécanisme, je ne dis pas c'est le mécanisme évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est une des théories qui explique pourquoi on retrouve ça chez les patients obèses. Et réciproquement, on peut aussi envisager que les patients deviennent obèses parce que de base ils ont des fonctions cognitives qui sont altérées. Et donc, moi, c'est ce que je regardais, c'est justement, est-ce qu'il y a un profil chez les patients obèses de fonctions cognitives particulières qui seraient touchées et regarder un petit peu le lien avec l'inflammation, le système immunitaire et le métabolisme. Donc, moi, je regarde tout ça dans un contexte clinique, c'est-à-dire chez des patients obèses et des patients obèses qui, de manière très intéressante, vont avoir une chirurgie dite bariatrique. Donc les chirurgies bariatriques, c'est un ensemble de chirurgies dont le but est la perte de poids drastique. Donc généralement, ça dépend de la technique, mais on vous réduit le volume de l'estomac, on vous change votre vitesse de vidange gastrique, et tout ça, ça va entraîner une réduction de la prise alimentaire, des modifications dans la production de certaines hormones. Donc tout ça, ça va entraîner une perte de poids assez conséquente. Et moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que cette perte de poids peut entraîner justement une amélioration des fonctions cognitives, une normalisation de l'inflammation, une normalisation de certains paramètres métaboliques. Voilà, c'est globalement un petit peu ce que je veux mettre en avant dans ma tête. Ok, super.
Et du coup, tu nous as parlé un peu des neurotoxines qui étaient créées suite à la présence du coup de ces masses graisseuses, si j'ai à peu près compris. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être un peu, pas trop précisément, mais les neurotoxines qu'il y a et surtout leurs effets, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme effet concrètement sur notre cerveau? Alors, parmi les molécules neurotoxiques que j'ai évoquées, il y a des molécules de stress, des molécules, des reactive oxygen species, donc des molécules qui vont, qui vont entraîner des radicaux libres qui sont très toxiques pour les cellules, qui peuvent entraîner la mort cellulaire ou une disruption de la communication entre les cellules. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu toxique. Effectivement, oui. Tu nous as aussi un peu parlé d'études cliniques. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce sujet parce que je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est qu'une étude dite clinique, afin de comprendre un peu la manière dont tu mènes tes études en fait. Ouais, donc quand on dit études cliniques, c'est des études qui sont faites chez l'humain généralement. Donc la plupart du temps, quand on pense à études cliniques, on pense à des études pour des nouveaux traitements pharmacologiques. Donc on a l'aspect préclinique où là, ça va être sur des cellules ou des animaux, parce qu'on ne va pas tester des médicaments dont on ne connaît pas les effets directement sur des humains. Et après cette phase préclinique, il y a une phase clinique où on va tester ces molécules sur des cohortes de patients, pas forcément que des patients d'ailleurs, chez des individus sains aussi, ça dépend. Mais ça c'est pour tester une nouvelle molécule. Et par contre, dans le cadre de certaines études, comme la mienne, il n'y a pas eu d'études spécifiquement précliniques avant de faire cette étude clinique, mais le terme clinique, c'est quand on travaille sur des patients. Donc, je travaille sur des patients qui ont une chirurgie bariatrique, comme je l'ai dit. C'est pas des gens qu'on va voir dans la rue, on leur dit « Hey, tu veux faire une chirurgie et participer à mon étude ?» Non, c'est des gens qui sont déjà dans le service. On collabore avec des cliniques et des unités de chirurgie digestive et pariétale, donc du système digestif globalement. Et chez des patients qui vont avoir cette chirurgie, on leur dit oui, est-ce que vous voulez participer à notre étude, vous êtes d'accord? Et ça fait aussi partie de leur parcours de soins, parce que je vais regarder, comme je l'ai dit, l'inflammation et donc le système immunitaire. Ça demande d'avoir des prises de sang, parce que je ne vais pas travailler à partir de rien. Et ces prises de sang, elles sont notamment faites dans le parcours de soins du patient, pour éviter d'alourdir aussi la prise en charge. Donc aussi, on a des tests supplémentaires qui sont administrés, qui ne sont pas dans le parcours de soins. Donc je pense notamment à l'outil que j'utilise principalement pour mesurer les fonctions cognitives, qui est le Cantab. Donc c'est une batterie de tests développés sur tablette spécifiquement, qui va permettre d'estimer les performances cognitives. Donc ça, c'est pas dans le cadre du parcours de soins, et c'est là où ça fait partie de l'étude clinique, c'est parce que ça se rajoute un peu plus. Je travaille aussi évidemment avec des sujets dits sains, donc qui ne sont pas des patients, pour pouvoir faire un petit peu la comparaison, pour voir, ok, ça on l'observe chez notre cohorte de patients, mais est-ce que c'est vraiment dû à leur état, ou c'est dû par exemple à leur âge, à leur catégorie sociodémographique, à leur mode de vie. Donc, le fait d'avoir des contrôles, ce qu'on appelle des contrôles des non-patients, ça nous permet un petit peu de comparer les deux. Ça sert un peu de témoin en fait. C'est ça, oui. C'est des témoins, globalement. Et là, tu nous as tu nous as donné le nom de Cantab, donc qui serait une batterie de tests. Est-ce que tu peux nous détailler un peu c'est quoi ces tests que tu mets en place à ces patients ou non-patients du coup? Donc moi j'utilise 4 tâches spécifiques de ce Cantab. Donc l'une qui permet de regarder les capacités de planification. Donc globalement vous avez un écran qui est subdivisé en deux. En haut vous avez des espèces de petits compartiments où vous pouvez mettre des boules. Vous avez la même chose en bas, et en gros en bas vous devez reproduire ce qui est fait en haut. Par exemple, imaginons il y a un compartiment qui peut accueillir 3 boules, 1, 2 boules, 1, 1 boule, et il faut ranger les boules de manière à reproduire la même structure. Je ne sais pas si vous connaissez la tour de Hanoï, mais c'est le même principe où on empile des disques de droite à gauche, ou de gauche à droite, mais plus de gauche à droite d'ailleurs, et d'une certaine manière. Donc ça, on regarde les capacités de planification, parce qu'on demande aux individus de planifier avant d'agir, et on regarde le nombre de mouvements qu'ils font pour reproduire le template. Donc ça, c'est pour la planification. Je regarde aussi les capacités de traitement de l'information. Donc globalement, on va leur demander d'appuyer sur un pad, et va y avoir un petit stimuli lumineux sur l'écran, et ils vont devoir toucher le plus vite possible. Donc on regarde la vitesse de mouvement, donc entre le moment où ils relâchent le pad et ils vont toucher la tablette.
Et donc ça, on le soustrait au temps entre l'apparition du stimuli. Comme ça, on a vraiment le temps de traitement de l'information dans le cerveau. Donc on n'a pas le temps de mouvement qui vient parasiter. En plus de ça, j'ai aussi la mémoire spatiale qui est évaluée. Donc là, globalement, c'est des petits. Enfin, il y a un certain nombre de carrés sur l'écran et ils s'illuminent au fur et à mesure. Et il faut juste qu'ils reproduisent la séquence. Donc on regarde le nombre d'erreurs qu'ils font et on regarde la plus longue séquence qu'ils ont réussi à faire sans erreur. Et la dernière fonction que j'évalue, c'est la flexibilité cognitive. Bon, là, ça va être un petit peu plus complexe à expliquer. Mais globalement, ils doivent choisir entre certaines formes, pour faire simple. Sauf qu'on ne leur dit pas la règle, on ne leur dit pas quelle forme il faut qu'ils choisissent. Juste, ils font. La tablette leur envoie des informations leur disant vous avez fait juste, vous avez fait faux. Du coup, là, ils doivent comprendre c'est quoi la règle. Et au bout d'un certain moment, la règle elle est changée et ils doivent comprendre que la règle elle a changé et trouver cette nouvelle règle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Ok, super. Et tu as déjà pu avoir des premiers résultats, si tu peux nous en parler un peu avec le début de ta thèse ? Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que chez mes sujets obèses, on voit à baseline, donc avant leur chirurgie, qu'il y a une altération cognitive spécifique de certains domaines. Donc moi, ce que j'ai mis en avant, c'est la flexibilité cognitive qui était impactée, le temps de réaction et les capacités de planification, mais quand le nombre de mouvements est plus important. C'est-à-dire que quand le nombre minimum de mouvements qu'il faut faire est de 2, ils n'ont pas de problème, mais quand le nombre de mouvements minimum qui est à faire est plus important, là, ils ont des problèmes de planification. Aussi, j'ai les résultats après la chirurgie, parce que je travaille sur une base de données qui est déjà présente. Et bon, pour l'instant, après, il faut affiner un petit peu la manière dont je fais mes analyses, mais il y a des tendances à une amélioration cognitive, mais j'ai pas de choses encore significatives. Et ça, faut que je peaufine un petit peu les analyses. Ok, bah super, merci beaucoup Timothée d'être venu pour cette interview. Puis je pense qu'on te souhaite toutes et tous bon courage pour la suite de ta thèse. Merci. Ouais, c'était trop bien. Je crois qu'ils étaient en train d'enregistrer une interview. Sans blague. Attends, écoute, j'entends de la musique, ça vient d'où ? Je crois que c'est là-bas. Viens, on va voir. Je crois que je reconnais. C'est Love on the Brain de Rihanna. You got me like, girl, what you want from me? And try to buy your pretty heart with a price too high. Baby, you got me like, oh, you love when I fall apart, so you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain, yeah. And it keeps cursing my name. No matter what I do,
just to get close to you. Could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain. It keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Allez, on entre. Oh, excusez-nous, on ne voulait pas vous déranger, on s'est un peu perdu. Oui, on cherchait notre salle de cours et on est tombé ici. Vous êtes en retard, jeunes gens. Asseyez-vous au premier rang et plus vite que ça. Ce cours sera sûrement le plus passionnant de votre année. Je suis le professeur Lucius et voici mon apprenti Bertus. Aujourd'hui, on va trifouiller à l'intérieur du cerveau et parler d'anciennes pratiques terrifiantes. Ça va être splendide. Et oui, le professeur et moi-même travaillons sur un sujet assez particulier, l'histoire des anciennes pratiques neurologiques et psychiatriques. Anciennes pratiques, genre des vieux traitements? Exactement. Au début du XXe siècle, les médecins comprenaient encore très mal comment fonctionnait le cerveau. Face à certaines maladies comme la schizophrénie ou certaines dépressions graves, ils cherchaient des solutions parfois très radicales qui pouvaient même mener certaines fois jusqu'à la mort. Radical? Comment ça? Par exemple, avec ce qu'on appelait la thérapie de choc. L'idée était de provoquer volontairement une crise dans le cerveau pour essayer de modifier son fonctionnement. Attendez, provoquer une crise, ça veut dire quoi ça exactement? Une des premières méthodes s'appelait l'insulinothérapie. Dans les années 30, un psychiatre nommé Manfred Sakel injectait de très fortes doses d'insuline aux patients pour provoquer un coma hypoglycémique. Un coma? Mais c'est hyper dangereux! Oui, les patients entraient dans un état très grave. Agitation, sueur, convulsions, puis ils perdaient connaissance. Certains patients semblaient s'améliorer, mais beaucoup subissaient de graves effets secondaires. Lésions cérébrales, obésité sévère et parfois même jusqu'à en mourir. Ça devait être horrible! Malheureusement, oui. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît à la fin des années 30 une technique plus connue. Les électrochocs. Les électrochocs, comme dans les films. Bzzz. Tout à fait. Les premières pratiques ressemblaient malheureusement à ce qu'on voit dans les films. Les médecins utilisaient un fort courant électrique pour provoquer une crise épileptique chez les patients. Le pire, c'est qu'au début, c'était souvent pratiqué sans anesthésie. Mais attendez, les patients étaient conscients tout le long? Oui, et cela pouvait être extrêmement traumatisant. Le bon vieux temps, ils savaient s'amuser à l'époque. Maintenant, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, elle est utilisée seulement pour des cas sévères de dépression. La méthode est très encadrée et les patients sont sous anesthésie générale. Depuis quand le monde est devenu si ennuyeux? Ok, bon, c'est déjà rassurant, mais vous avez parlé de méthode radicale. Ça veut dire qu'il y a pire que ça? Oui, ma préférée, la lobotomie. C'était très à la mode pendant les années 30. Je donnerais tout pour y être. J'ai déjà entendu ce mot, mais je sais plus trop à quoi ça correspond. J'ai peur. Eh bien, comment dire? La lobotomie consiste à couper certaines connexions dans le lobe frontal du cerveau. Une zone très importante pour les émotions, la personnalité et la prise de décision. Attendez, on coupe dans le cerveau pour soigner quelqu'un? C'est monstrueux. Freeman a popularisé cette méthode dans les années 30. Il pratiquait la lobotomie transorbitale. Il utilisait un instrument semblable à un long pic à glace bien aiguisé qu'on enfonçait au-dessous de la pupille jusqu'à atteindre le cerveau. Par l'œil? Ouais, j'avoue, là c'est flippant. Le pire, c'est que Freeman a réalisé plus de 3000 opérations de ce type à bord de sa lobotomobile. Il sillonnait le pays à la recherche de patients, ou je dirais plutôt de nouvelles victimes. Les patients devenaient souvent plus calmes, mais ils perdaient aussi une grande partie de leur personnalité. En plus de cela, on observait une diminution globale de ses capacités intellectuelles et de son affectivité. Le patient devient indifférent et apathique. Vous avez quelqu'un en vie en face de vous, mais qui n'est plus humain. Vous avez dorénavant un zombie de compagnie. C'est pas trop bien? Mais je comprends pas. Comment une pratique comme ça a pu exister?
Eh bien, à l'époque, il y avait très peu de traitements efficaces pour les maladies psychiatriques. Le pire, c'est qu'on a tendance à oublier que 84% des lobotomisés étaient des femmes. Les auteurs ne donnaient aucune explication pour justifier cette surreprésentation, d'autant plus que la majorité des indications correspondaient à des troubles psychiatriques, alors qu'il n'existait pas de prépondérance féminine particulière. Les femmes de l'époque étaient sous la tutelle de leur mari ou de leur père. Donc, lorsqu'elles représentaient un problème, la lobotomie était une solution facile. Il fallait pas être une femme qui parlait trop. Une autre chose qu'on aime bien oublier est qu'il y avait aussi des cas d'homosexuels. Parce que bien trop souvent, l'homosexualité est vue comme une maladie dont il faut se débarrasser. Heureusement, ces pratiques ont soulevé énormément de critiques et progressivement, elles ont été abandonnées à partir des années 1960 et 70, notamment avec l'arrivée des médicaments psychiatriques. Ouf, heureusement que la science a beaucoup évolué depuis. Exactement. Aujourd'hui, les traitements neurologiques et psychiatriques sont très encadrés, avec des règles éthiques strictes et le consentement des patients. Bon les enfants, c'était amusant, hein? Maintenant, c'est à vous de travailler. Vous avez 1 heure pour m'imaginer une pratique encore plus terrifiante que celle que vous avez entendue. Bon, c'était très sympa tout ça, mais je crois qu'on n'est pas dans la bonne salle. Je pense qu'on va y aller. Oui, merci pour tout. Heureusement que je ne souffrais pas de démence au siècle passé. Oh là là, on va vraiment être en retard. On s'est vraiment perdu, je crois. On est où là? Attends, je vois 2 personnes là-bas. On peut peut-être leur demander. Oui, on fait ça, mais tranquille, hein, moi je suis pas pressé de retourner au cours. Bonjour, désolé de vous déranger, mais on est un peu perdu et on aimerait bien comprendre où on est. Bonjour, bienvenue dans notre équipe. Ici, on s'intéresse plus particulièrement au sport. Je me présente, je suis Wafa, neuroscientifique, et voici ma collègue Margot. Attendez, le sport, ça a un rapport avec les neurosciences ? Eh bien oui, la performance sportive est due à un ensemble de capacités cérébrales qui peuvent être étudiées et travaillées afin de s'améliorer. Ah ouais, et comment on fait ça ? Oh, t'as vu? Il y a un casque super drôle ici. Oh, je me demande bien à quoi ça sert. Je vois que vous avez repéré notre super casque électroencéphalographique. Électro quoi? Électro en rapport avec le fait qu'il mesure des signaux électriques créés par les neurones, et encéphalo car cela se passe dans l'encéphale, autrement dit le cerveau. Ah là là, les scientifiques et leur nom à rallonge. Et ça fonctionne comment du coup? Concrètement, un sportif va positionner ce casque sur sa tête. Le casque possède des électrodes reliées à un dispositif informatique qui va pouvoir mesurer l'activité neuronale du sportif et lui faire un retour graphique et numérique de son activité. C'est pour ça qu'on appelle cela des séances de neurofeedback. Il va donc pouvoir identifier les zones cérébrales impliquées, voir les valeurs qu'il atteint, comme par exemple des seuils de réaction, et travailler afin d'améliorer ses paramètres. Et ça leur sert à quoi de faire ça exactement ? Grâce à ça, les sportifs vont pouvoir entraîner leur cerveau à réaliser un mouvement au lieu de le réaliser réellement. Mais ça n'a rien à voir d'imaginer un mouvement et de le faire. En réalité, les deux sont étroitement liés. Des études ont révélé que lorsque l'on visualise un mouvement et lorsqu'on le réalise, les mêmes zones du cerveau sont activées, ce qui fait que l'entraînement neuronal prend tout son sens. Ce type d'entraînement a de nombreux avantages. Bien qu'un entraînement physique traditionnel est essentiel pour améliorer la performance des sportifs, cette méthode alternative peut éviter le surentraînement. En effet, la pratique d'un sport peut être très éprouvante pour un organisme, surtout quand on lui demande de répéter le même geste un nombre incalculable de fois. Avec cette technique, le cerveau continue à s'entraîner activement, mais en diminuant son engagement physique, lui permettant de préserver son corps. Et si on prend le problème dans l'autre sens, un sportif qui s'est blessé peut également utiliser ces séances de neurofeedback afin de garder une forme d'entraînement efficace pendant sa période de rééducation. Donc le cerveau, c'est un peu comme un muscle qu'on peut entraîner. Exactement. Donc c'est trop bien, parce que ça veut dire que si demain je fais ces séances de neuro machin truc là, je vais pouvoir devenir le meilleur buteur de Ligue 1. Oula, un peu trop ambitieux, calme-toi. Comme je disais, l'entraînement de neurofeedback est un très bon complément à la pratique physique, mais ne peut pas la remplacer. Mais si le foot t'intéresse, tu seras peut-être intéressé d'apprendre qu'une étude a été menée en 2017 par Camille Genet de l'équipe INSIA du Neurocampus de Bordeaux sur l'impact de cette technique sur les gardiens de but du Stade Rennais. Oh non, pas eux, moi je suis pour le FC Nantes. Bien, vu le classement actuel de Ligue 1, tu devrais peut-être te poser des questions. En tout cas, on peut dire que leurs entraînements sont efficaces. Et pourquoi étudier les gardiens de but ? Ils courent même pas ? Eh bien, sachez qu'être gardien de but est très exigeant en termes de réflexes. Une étude d'Anna von Hofkarten et Martin Müller en janvier 2016 a montré qu'un gardien de but a seulement 500 millisecondes pour arrêter un but. Ah oui, quand même. Et oui,
En plus, pendant ces 500 millisecondes, les chercheurs ont pu identifier 6 phases précédant le mouvement d'arrêt. Au début de l'action, le gardien va fixer son attention sur l'action et filtrer les stimuli extérieurs grâce à son lobe frontal. Le cerveau va ensuite anticiper la trajectoire potentielle de la balle et activer le lobe pariétal pour mobiliser ses réflexes de mouvement. Tout ça en 70 millisecondes. Ensuite, en 250 millisecondes, le cortex prémoteur prépare l'action que le gardien doit réaliser pour arrêter le but. Et à ce moment-là, toujours aucun mouvement n'a été fait. C'est bien ça, c'est seulement plus tard, au moment de la transmission du message du cortex prémoteur jusqu'au cortex moteur, que la mobilisation des muscles commence. Le cortex moteur les commande via un message nerveux, ce qui permet au gardien de se positionner et réaliser l'arrêt au bout de 500 millisecondes. Enfin, dans le meilleur des cas, si sa prévision a été efficace. Pas comme Nantes du coup. Peut-être qu'il devrait revoir l'entraînement de leur gardien. Oui, bah c'est facile toi de parler quand on sait même pas rattraper un ballon. Chut, arrêtons de parler de sport, là ça me vexe. Vous pourriez utiliser cette technique dans d'autres circonstances ? Eh bien oui. Ce qui est positif et très prometteur avec le neurofeedback, c'est qu'on peut l'utiliser pour des patients ayant subi un AVC afin de rééduquer leur cerveau à réaliser des actions quotidiennes comme parler ou encore marcher. Et puis, ce ne sont pas les seuls patients. D'autres personnes atteintes de maladies cognitives peuvent utiliser cette méthode pour les mêmes raisons. Oh, bah super ça, on a trouvé une deuxième application qui pourrait t'aider, Célia. Parce que bon, on peut pas dire qu'au niveau cognitif, ça tourne trop rond là-dedans. Hein. Ça suffit, j'ai pas encore des pertes cognitives dues à l'âge de Christopher quand même. D'ailleurs, on devrait peut-être tester ça sur lui. Mais pour ça, faudrait le retrouver, en cours, et sortir de ce labo. Oui, bon, ça va, t'es pas obligé de rappeler qu'on a un cours. On s'amuse bien quand même ici. Merci Wafa et Margot. Oh, j'en ai marre, on fait une pause. Ouais, t'as raison. On a qu'à mettre une musique, tu préfères quoi ? Mais non, il y a des gens qui travaillent ici. Oh, ça va, regarde les deux autres folles là de tout à l'heure, elles écoutaient un truc à fond. Allez, on met Lose My Mind de Don Toliver. I'm pushing a new pen, rewriting the story. Hello to my old ways, goodbye to the nosebleeds. You fighting to stay here, you part of the OD. Ain't finna pop for no reason. I don't throw shots, I run legions. I've been going over the top with no queen, been down with no regrets. This is my season, it's the gold trigger. Gift that keep giving, nothing to wrap up. I ripped a new ribbon, they wanted to catch up. Wanted my good riddance, you saw me a rock bottom. You wanted a new winner, I paved the way for 'em. Take the pain, double it, put it in way form. Safe to say, trouble ain't what you was made for. Keeping a ring on, I told them all game on the minute I came on. So that I want to lose my mind. No question if it's wrong or right. Ain't nowhere to tell which way it's gonna go. Yeah, yeah, yeah. So that I want to lose my mind. No question if it's wrong or right. And now it's
Les doctorants répètent pour ma thèse en 180 secondes. Vous connaissez ? Ah oui, je suis venue aux présentations l'année dernière. Viens, on va voir, ça peut être intéressant. On peut ? Oui, vous pouvez rester, mais faites pas de bruit. Bonsoir à tous. Vous connaissez la réserve cognitive ? En fait, c'est un peu comme le kit de survie conseillé par le gouvernement cet automne. Une réserve en cas de catastrophe, mais de catastrophe dans notre cerveau. En vieillissant, les humains voient leur capacité cognitive s'altérer. Sur plusieurs points, on devient clairement de moins en moins performant avec l'âge. Certains types de mémoire, par exemple, et le risque de démence augmente lui aussi. Prenons 2 membres de la catégorie des vieux. Jean-Claude et Christopher, disons. Ils ont tous les deux 72 ans. Christopher est chercheur en sciences de la communication, spécialiste de la muséologie. Jean-Claude, lui, est charpentier. Ce matin, à 11h28 précisément, hôpital Saint-Félicien, Jean-Claude a reçu son diagnostic. Maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas le cas de Christopher. Lui pourra encore vivre quelques années dans son duplex parisien. Pourtant, si on observe leur cerveau de plus près, les mêmes modifications sont à l'œuvre. Biologiquement, la maladie est au même stade d'avancée dans le cerveau de Christopher. C'est fou ça. Chut. Et c'est là qu'intervient notre fameuse réserve cognitive, à ne pas confondre avec la réserve cérébrale. J'ai étudié comment l'alimentation contribue à la réserve cognitive, mais c'est loin d'être le seul facteur. Le niveau d'étude, par exemple, peut faire varier du simple au double risque de développer une démence. Le mode de vie, le niveau professionnel, le sport, les activités cognitives stimulantes ou encore le bilinguisme ont aussi leurs effets. Et il y a tout de même un facteur génétique. En fait, l'idée, c'est que la démence se cache. Elle serait présente dans notre corps dès des années avant l'apparition des premiers symptômes. Notre réserve cognitive l'empêchant de se développer. Plus elle est grande et plus les symptômes se développent tardivement. Bon, c'est pas non plus un miracle, hein. Même si Christopher est tranquille pour l'instant, dans quelques années, la maladie d'Alzheimer va le rattraper. Et ça ira beaucoup plus vite. En effet, même si cette réserve retarde l'apparition des symptômes, c'est un peu comme une digue. Et on a pu voir il y a quelques semaines que, quand la digue casse, c'est pas beau à voir. In fine, Christopher rejoindra Jean-Claude en unité spécialisée. Pour faire dans la métaphore, si Jean-Claude a descendu la montagne en prenant une route qui serpente, Christopher, il a attendu un peu, puis il s'est mis en boule et puis il s'est lancé tout droit. Ils sont arrivés en même temps en bas. Bon, après, je sais pas si j'irai jusqu'à vous le souhaiter, mais ça reste quand même une bonne chose en quelque sorte. Et quelques mois ou quelques années de gagner pour les gens qui meurent avant l'apparition des symptômes d'Alzheimer, c'est pas si mal. Stop, ça fait quasiment 3 minutes là. C'est ma thèse en 180 secondes ou ma thèse en 18 minutes ? T'as même pas commencé à expliquer ta méthodologie de recherche ? Va falloir bosser mon coco. Ça le fait pas du tout là. Tu me reprends ça et tu me réécris pour demain. Je veux que ce que t'as dit, ça tienne en 30 secondes. Et la dernière phrase, tu oublies 30 secondes. Bon, nous, on va vous laisser. Hein. Ouais, ça a pas l'air très abouti leurs histoires. Bon allez, je pensais pas, mais je commence quand même à me prendre au jeu. On fait une dernière salle et on y va. Ah, tu vois, je savais que ça allait te plaire. Allez, toc ici. Bonjour à tous les deux. Je vais vous faire une petite autocritique puisque je vais vous présenter, quant à moi, les limites des neurosciences. Encore aujourd'hui, les sciences dures, entre guillemets, comme les neurosciences et la biologie en général, ou encore la physique et la chimie sont parfois décrites comme étant les seules vraies sciences. Le terme « science dure » le montre bien. Il exprime l'idée que les sciences humaines et sociales seraient moins rigoureuses. Cela s'est vu et se voit toujours aujourd'hui dans la confrontation de la biologie et de la sociologie. Alors moi, personnellement, je trouve que toutes les sciences sont dures. Hein. J'ai jamais des bonnes notes. Donc... Non, ce n'est pas ce que ce terme veut dire, mais vous pouvez au moins vous féliciter de ne pas faire de hiérarchie entre les sciences. Car aujourd'hui encore, cette querelle oppose les neurosciences, et donc une partie de la biologie, aux sciences sociales. Par exemple, des chercheurs de diverses disciplines ont critiqué les neurosciences en leur reprochant de vouloir expliquer des comportements sans tenir compte du contexte social. Le contexte social, c'est pas un livre de Jean-Paul Rousseau ? Non, Jean-Jacques Rousseau parle du contrat social, ça n'a rien à voir. Le contexte social, c'est notre environnement, le milieu dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, la grande majorité des chercheurs et chercheuses soutiennent que celui-ci nous influence grandement. François Godon, lui-même neurobiologiste, soutient ce point de vue.
Dans un ouvrage publié il y a 2 ans, il présente la tendance qu'ont les neurosciences à vouloir expliquer l'origine des maladies mentales ou même des inégalités sociales seulement en étudiant ce qu'il se passe dans nos cerveaux, quand bien même leurs conclusions sont hâtives. De plus, il montre que ce discours entraîne l'idée que les maladies mentales ou les inégalités sont causées par le fonctionnement même des cerveaux des personnes qui sont touchées. Cette approche est donc stigmatisante, puisqu'elle semble dire que nos situations sociales sont inscrites, entre guillemets, dans nos cerveaux dès la naissance et ne sont pas liées au contexte social, c'est-à-dire à notre environnement, notre éducation, etc. etc. Oh mais non, mais c'est horrible. Ça veut dire que j'ai des mauvaises notes en sciences parce que mon cerveau il est nul et en plus que je peux rien y faire. Mais non, rassure-toi, cette approche, elle est largement démentie par les sciences sociales, notant qu'on peut également la qualifier de réductionniste. Ce terme désigne le fait d'expliquer le fonctionnement des choses seulement par les objets les plus petits qui les composent. Ici, il s'agirait d'expliquer notre fonctionnement par les objets d'étude des neurosciences, comme les neurones. Or, le réductionnisme a, dans le passé, montré de nombreuses limites, notamment en physique. Ah bah voilà, il me semblait bien que mes neurones elles sont très bien. C'est les sciences qui sont dures, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Voilà, comme tu le dis plus ou moins, les neuroscientifiques n'ont pas à te dire ce dont tu es capable ou non, car ils ne sont pas forcément en mesure de le savoir. Déjà en 1981, il est intéressant de voir que Stephen Jay Gould, célèbre biologiste, allait à l'encontre de sa propre discipline en adressant des critiques similaires à la biologie. Il dénonçait la volonté de la biologie de mesurer l'intelligence en la définissant comme quelque chose d'inné, en inventant le critère du QI. Seulement, ces mesures ne tenaient pas compte du contexte social car des personnes immigrées avaient des résultats très faibles seulement parce que ces tests étaient extrêmement biaisés car ils favorisaient seulement les personnes très adaptées à la culture américaine. La querelle entre la biologie et les sciences sociales n'est donc pas récente. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? On supprime les neurosciences et on fait que des sciences sociales? Non, pas besoin d'être si radical. Les neurosciences aussi peuvent dire des choses très intéressantes. En revanche, il paraît plus efficace de laisser les sciences sociales expliquer le comportement des êtres humains dans nos sociétés, et de là à établir des liens entre les neurosciences et les sciences sociales, il semble important de rester prudent pour ne pas tomber dans des conclusions hâtives qui peuvent être dangereuses. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Ça fait plaisir de voir un chercheur qui remet ses idées en question. Oui, c'est vrai, mais bon, cette fois, on peut y aller, là, je suis d'accord. Oui, retournons voir le secrétaire un peu bavard. Ouais, j'ai peur, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Ah, vous tombez bien, vous. Alors, cette visite du labo? C'était super intéressant. Carrément, et c'était trop stylé. Est-ce qu'il y a d'autres événements autour, genre des événements de neurosciences pour en apprendre davantage? Heureux de voir que cette visite vous a plu. Eh bien, justement, du 10 au 28 mars, c'est la semaine du cerveau à Bordeaux. Et ça consiste en quoi? Alors, il y aura différents événements, dont des tables rondes, des conférences, une rencontre cinéma-science, des animations à Cap Science le 22 mars de 14h à 17h, mais surtout une émission spéciale sur Radio Campus le jeudi 19 mars de 13h à 14h. Mais vous pouvez retrouver tout le programme complet sur le site de l'Université de Bordeaux, par exemple. C'est vraiment super complet. Je pense qu'Alessandre va se régaler. Moi, j'en ai un peu ma claque des neurosciences. Y a pas autre chose? Bien sûr, et cette fois-ci, c'est un événement qui vous est destiné à tous les deux. C'est le 24 mars et c'est la 11e édition de la Bacca Night. C'est quoi ça? Genre un truc qui s'inspire des fêtes données en l'honneur du dieu du vin Bacchus? C'est tout à fait ça. La Bacca Night, c'est une nocturne au musée des Beaux-Arts organisée par et pour les étudiants. Vous y retrouverez une programmation originale avec un DJ set, une comédie musicale, des médiations innovantes, des arts visuels, des concerts et des performances théâtrales. L'entrée est libre de 20h à minuit. Oh, ça a l'air incroyable ça! Bon, on a bien ri, on a appris plein de choses, mais maintenant, il faut vraiment qu'on y aille. Oui, attends. Je viens de recevoir un mail, là, tu devineras jamais. Quoi? Bah, le cours a été annulé, du coup, on n'a rien loupé. Ah, ouf, je suis soulagée. Bon, en tout cas, merci monsieur la secrétaire pour votre accueil. Apparemment, le cours a quand même été reporté dans 2 semaines. Par contre, le sujet, du coup, il a changé, ça parlera de l'espace.